Dans cette vidéo, je vous propose de voir l'impact des vents et des courants marins sur l'exploration et le commerce dans l'histoire. On va se rendre compte à quel point ils ont influencé l'histoire mondiale. Il faut déjà savoir qu'au premier ordre, la direction des vents et des courants peut se comprendre très simplement. D'abord, la force de Coriolis, due à la rotation de la Terre, dévie les vents et courants vers la droite dans l'hémisphère nord et la gauche dans l'hémisphère sud. Ça crée naturellement des cellules qui entraînent des vents d'ouest sous les latitudes tempérées et des vents d'est sous les tropiques qu'on appelle les alizés. Ça crée aussi des courants dirigés vers l'équateur au niveau des côtes occidentales et vers les pôles au niveau des côtes orientales. La continentalité constitue une autre contrainte forte. Au cœur de l'Eurasie, l'air est très froid en hiver à cause du climat continental. L'air tombe près du sol, ce qui crée des hautes pressions, c'est-à-dire un anticyclone, qui repousse les vents vers la mer. En été, au contraire, l'air est particulièrement chaud au sud de l'Eurasie. Les masses d'air remontent, ce qui crée une zone de basse pression, c'est-à-dire une dépression, qui attire les vents depuis la mer. C'est l'origine du régime des moussons, particulièrement vigoureux dans l'océan Indien. Les vents sont assez forts pour emporter les courants marins avec eux. On est déjà paré pour comprendre la carte globale des vents et des courants. Elle indique les directions naturelles de navigation avant l'époque industrielle. Pour en voir les conséquences, je vous propose de procéder pas à pas. Commençons par l'Atlantique, qu'on va balayer du nord au sud. On voit que le Canada est pratiquement inatteignable depuis l'Europe, à moins d'emprunter une route extrêmement septentrionale, qui part du nord de l'Écosse ou de la Norvège. Elle mène en Islande, puis au Groenland, puis dans le Labrador, et enfin jusqu'à Terre-Neuve, qui est le point le plus méridional accessible par cette route. On se rend compte que c'est exactement la voie prise par les Vikings, qui ont découvert successivement toutes ces régions entre le 9e et le 11e siècle. Le Canada est accessible depuis la France et l'Angleterre en faisant ce grand détour, ou bien de façon plus directe par vent de travers. En revanche, il est plus difficile d'accès depuis la péninsule ibérique. De fait, la colonisation du Canada a été l'œuvre des Franco-Britanniques à partir du XVIe siècle. Passons plus au sud. On voit qu'on bascule dans le domaine d'expansion naturelle de la péninsule ibérique. Les vents mènent d'abord à Madère et aux Canaries, puis jusqu'aux îles du Cap-Vert, ce qui correspond aux premières découvertes de l'Espagne et du Portugal. Mais comment revenir ? Pour ça, il est préférable de faire une grande boucle qui passe naturellement par les Açores. C'est sans doute cet itinéraire qui explique leur découverte précoce par le Portugal. Encore mieux, on peut aussi se laisser porter par les vents et courants dominants pour faire une boucle encore plus colossale. Elle mène directement vers les Antilles, qui furent découvertes et colonisées en premier par les Espagnols. Les côtes voisines du continent sont également très faciles d'accès. Le retour se fait naturellement par un itinéraire plus septentrional. Les courants permettent également d'atteindre la côte est des États-Unis, mais les Espagnols avaient déjà tellement à faire plus au sud qu'ils n'étaient pas motivés pour entreprendre sa colonisation. Ce sont finalement les Français et les Britanniques qui ont profité du vide. Les premiers en empruntant l'itinéraire canadien, les seconds par la voie du sud. Pour optimiser leur temps de trajet, on voit que les Européens étaient naturellement amenés à longer l'Afrique occidentale. Une aubaine, puisque ça permettait de se procurer des esclaves au passage, pour travailler dans les plantations américaines. Le commerce triangulaire est une conséquence directe des vents et des courants. Continuons dans l'Atlantique Sud. S'il est possible de gagner le golfe de Guinée sans trop de mal, ça se complique dans l'hémisphère sud. Pour gagner l'Afrique australe, il vaut mieux faire une boucle gigantesque en longeant les côtes du Brésil avant d'obliquer plein est vers la région du Cap. Tel fut l'itinéraire de Vasco de Gama dès 1498 pour gagner l'Inde. S'il est passé un peu au large du Brésil, Cabral le découvrira dès l'expédition suivante en voulant prendre la même route. La découverte du Brésil par les Portugais découle paradoxalement de leur volonté d'aller vers l'est. Pour rentrer à la maison, il vaut mieux longer les côtes de l'Angola avant de prendre vers l'ouest en direction du Brésil. De fait, l'Angola va devenir un gigantesque réservoir de main-d'œuvre pour les plantations brésiliennes. On voit que l'Atlantique Sud favorise un commerce en 8 plutôt qu'un commerce triangulaire. Dans l'hémisphère sud, les vents et les courants mènent naturellement jusqu'au Rio de la Plata.
Au-delà, c'est beaucoup plus compliqué. Magellan a d'ailleurs connu une mutinerie en voulant franchir cet obstacle en 1520. Par contraste, l'océan suivant lui semblera plus pacifique, grâce au courant porteur. On voit que ça laisse tout de même un domaine immense qui est quasiment réservé à la péninsule ibérique. Passons maintenant dans l'océan Indien. À cause du régime des moussons, ça nécessite d'utiliser 2 cartes, l'une en janvier et l'autre en juillet. L'inversion des vents et des courants permet de réaliser des allers-retours en empruntant le même itinéraire à 6 mois d'intervalle. C'est un atout unique qui crée un réseau optimal de navigation à grande échelle. Il est resté le plus grand réseau commercial maritime pendant la majeure partie de l'histoire du monde. Les itinéraires du chinois Zheng He, réalisés dans les années 1410, épousent parfaitement cet ensemble, à une exception près. La Papouasie et le nord de l'Australie ne faisaient pas partie du réseau, malgré des courants tout aussi favorables. Plus au sud, l'océan Indien offre un régime de courant beaucoup plus stable, du fait de l'éloignement de l'Eurasie. Le circuit est comparable à celui de l'Atlantique Sud, mais il n'a jamais été vraiment utilisé. On peut tout de même citer la découverte et la colonisation de Madagascar par les Austronésiens, qui ont pu profiter de courants favorables. Il reste à terminer par l'océan Pacifique, tellement immense qu'il a joué un faible rôle dans les échanges jusqu'à une époque récente. On y retrouve 2 cellules naturelles. Celle du nord permet de rallier facilement le Canada depuis le Japon, avant d'en revenir en longeant les Aléoutiennes. Celle du sud permet de connecter l'Amérique du Sud à l'Océanie. Il reste une grande question. Comment les Austronésiens sont-ils parvenus à coloniser la Polynésie et l'île de Pâques alors que les vents et les courants semblent contraires ? Ils ont peut-être profité du phénomène El Niño, une anomalie qui inverse les courants dominants du Pacifique Sud certaines années. Cela dit, ça n'enlève rien à leur exploit remarquable. Voilà pour cette vidéo un peu différente des autres. Si ça vous a plu, je vous propose de regarder l'impact du climat sur la naissance des premières civilisations, en cliquant sur la vidéo qui vient d'apparaître. Dans tous les cas, je vous retrouve prochainement dans la série sur la Renaissance, où je vous parlerai de la Chine. À très vite!